les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Tal Brutman, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment chez nous, mais qui connaît bien la maison, qui est un de nos conseillers scientifiques pour le parcours permanent et qui nous a accompagnés sur d'autres dossiers aussi. On l'a convié ce soir à vous parler de la fin de la Shoah, en lien avec le sujet du concours national de la résistance à la déportation, qui est un peu filandreux cette année. Donc voilà, on va l'écouter pendant un petit temps et on aura un échange à l'issue. Il vous a pas échappé qu'on a un souci technique, donc je vous prie d'excuser la qualité des images qui va être un peu réduite ce soir. Mais voilà, on va faire au mieux. C'est à toi, Tal. Merci. Bonsoir à vous. Du coup, comme Isabelle vient de le dire, le CHRD m'a proposé, j'ai pas été obligé, j'aurais pu dire non, d'intervenir autour du sujet du CNRD de cette année, mais j'ai répondu oui avant de voir le projet. Et je ne vous cache pas que j'ai toujours pas compris, alors je m'adresse aux profs, il y a des élèves visiblement qui ont été punis, qui doivent être là aussi. Ouais, non mais... On n'entend pas. Et là, c'est bon? Non, mais si vous me dites au troisième rang que vous n'entendez pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que vous devriez m'entendre, ma voix elle porte généralement bien plus loin que ça. Maintenant, le sujet du CNRD, Isabelle l'a dit très poliment, filandreux. Moi je dirais un autre mot qui est beaucoup moins poli, mais il est incompréhensible et je vois même pas ce que vous pouvez en faire dans la manière dont il est posé. C'est pour ça que j'ai commencé avec la lettre de cadrage, parce qu'en fait la lettre de cadrage, elle montre une chose et qui malheureusement, enfin, les enseignants vous devez faire avec, mais ça montre à quel point il y a une déconnexion entre l'historiographie et ce qui vous est proposé, c'est qu'il est truffé de choses qui datent des années 80 au mieux. Et pour commencer mon propos, pour essayer de dérouler ensuite une présentation historique qui permet de comprendre un certain nombre de choses par rapport aux idées qui ont été posées, il faut montrer à quel point ça reste engoncé dans des représentations dont l'historiographie, pas depuis l'année dernière, mais depuis au moins 4 décennies, a montré que c'était totalement erroné. Ça repose très largement sur des représentations qui sont héritées pour certaines depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai juste pointé les principales. Donc vous pouvez pas lire, vous êtes, sauf peut-être au premier rang, sinon vous allez être obligé de me faire confiance. Donc, on nous explique que le développement généralisé des camps de la mort visant à l'élimination des personnes et populations désignées comme ennemies. Déjà, cette phrase ne veut rien dire. Les populations qui sont désignées comme ennemies, qui sont vouées à être annihilées, il y en a 2 qui sont définis racialement, les juifs et les tziganes, plus un autre groupe qui n'est plus concerné à ce moment-là, qui est le groupe des malades allemands, que les nazis ont assassiné entre septembre 39 et l'été 1941 sous le nom d'euthanasie. C'est pas l'euthanasie pour mémoire, ça veut dire la mort douce, et c'est demandé par quelqu'un qui veut qu'on mette fin à ses souffrances. C'est une politique d'assassinat qui a fait au moins 80 000 victimes. Mais sinon, il n'y a pas de politique d'anéantissement généralisée à travers l'Europe, et je vais y revenir parce que la manière dont c'est posé, ça montre par ailleurs comment ça omet totalement des sujets entiers, des thèmes entiers qui, par ailleurs, en parlant ici à Lyon au CHRD, se trouvent illustrés par ce qui s'est passé dans la région. Quand je dis région, c'est au sens administratif du terme, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en particulier à Lyon, avec Montluc à côté, ça serait parfaitement illustré. Mais ensuite, on peut continuer pour nous parler des camps de la mort, qui est une expression que puisque c'est marqué, hein, développement généralisé des camps de la mort. C'est une expression qu'aucun historien qui travaille sur ces champs-là, qu'il s'agit du système concentrationnaire, de la solution finale ou même d'autres sujets connexes, n'utilise. C'est un terme qui est très daté et qui ne désigne aucune réalité. Le système concentrationnaire est meurtrier, je pense que tout le monde le sait.
quand de la mort, ça ne veut rien dire. Maintenant, on nous parle de ce monde hors du monde. Alors, c'est une très belle phrase qui a été dite par des rescapés, mais qui omet un pan entier de l'historiographie qui se développe depuis une vingtaine d'années, qui montre à quel point ces camps de concentration sont directement reliés à leur environnement. Et que c'est pas un monde hors du monde, pour les prisonniers sans doute, mais ça sous-entend qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Vous prenez Buchenwald, qui est à côté de la ville de Weimar, ou vous prenez, ce qui est mon champ de recherche, les camps d'Auschwitz, Auschwitz et Birkenau, ils sont arrimés à une ville qui s'appelle Auschwitz, avec une gare, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est pas mon objet aujourd'hui, arrimés à une gare où chaque jour il y a des milliers de voyageurs qui transitent et qui voient ce qui se passe. Donc poser d'emblée, dans le sujet du CNRD, qu'on est dans un monde hors du monde, qui sous-entend qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ces camps, c'est, de mon point de vue, une erreur majeure d'un point de vue historique. Parce que les prisonniers d'Auschwitz, les prisonniers de Dachau, les prisonniers de Mauthausen, les prisonnières de Ravensbrück, elles sont sorties tous les jours, ou ils sont sortis tous les jours des camps, et ils travaillent dans les environs, au contact des populations locales qui sont par ailleurs allemandes. Maintenant, pour continuer, la déportation politique s'intensifie. Je vous lis juste pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Normalement, j'aurais pas dû, s'il n'y avait pas eu ce problème, vous lire tout le truc. S'intensifie tandis que les centres de mise à mort à l'Est accélèrent la destruction des Juifs. On est censé être en 1944. Il n'y a plus de centres de mise à mort au pluriel en 1944. Il ne reste plus qu'Auschwitz. Donc on a des généralités qui nous sont assénées. Et on nous explique dans la suite qu'en 1944, l'entreprise de destruction culmine. Alors, si on parle de la Shoah, l'entreprise de destruction culmine en 1942, quand il y a 3 millions de victimes. En 1944, l'entreprise de destruction se poursuit, mais elle culmine plus du tout. Et par ailleurs, si on parle d'une autre politique qui n'est pas évoquée là, mais qui vous montre à quel point c'est engoncé dans des représentations, les Allemands n'ont pas besoin du système concentrationnaire pour mettre à mort leurs opposants politiques, les résistants, voire même les otages. Et je le dis à plus forte raison qu'on est à Lyon, qu'il y a eu des centaines de prisonniers de Montluc qui ont été assassinés un peu partout à Lyon, place Bellecour en juillet 1944, et dans tous les environs entre Lyon, Grenoble et Valence. Ça fait des centaines de morts, mais c'est pas propre à Lyon, ça s'est passé dans toute la France. Que ces victimes-là, elles n'ont jamais été transférées par train, c'est ça la déportation, vers un camp de concentration. Elles ont été assassinées sur place. Cette dimension, elle est totalement omise parce que c'est quelque chose que notre mémoire nationale n'a pas intégré. Je peux, mais comme n'importe quel historien, vous donner au chiffre près, entre guillemets, le nombre de personnes qui ont été déportées, qu'il s'agisse des Juifs ou des prisonniers envoyés vers les camps de concentration. À ce jour, personne ne peut vous donner le nombre de personnes qui ont été assassinées en France par les Allemands ou leurs collaborateurs. Mais ça vous montre une chose, c'est que, la mémoire est très largement marquée par un certain nombre d'ignorances au pluriel, et que par ailleurs, les historiens sont eux-mêmes très largement marqués par cette ignorance. Ce sujet qui est pas si compliqué, je mets des guillemets, à traiter, les assassinats en France, il a été très largement négligé jusqu'à récemment. Et il est totalement oublié. Alors je pourrais évoquer un certain nombre de jalons qui montrent que ça a été pensé par un certain nombre de chercheurs, a commencé il y a fort longtemps, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, que Serge Klarsfeld, par exemple, quand il travaille sur la déportation des Juifs de France, il n'omet pas ce sujet, il essaie de rassembler des données sur les Juifs qui ont été assassinés en France. On est à nouveau à Lyon. Il y a l'assassinat des Juifs à Rieux, la Pape, par Paul Touvier, qui a marqué la conscience collective, en particulier grâce au procès contre Paul Touvier, ou alors on va arriver dans l'année Marc Bloch, avec la panthéonisation de Marc Bloch. À peu près plus personne aujourd'hui n'ignore que Marc Bloch a été exécuté à Lyon, enfin dans les environs de Lyon. Mais cette réalité-là, qui est connue très largement, elle n'est pas intégrée d'un point de vue historiographique, et vous en avez un exemple ici. Les violences commises par les Allemands et leurs collaborateurs, c'est pas quelque chose qui se passe dans des camps, dans un monde à l'extérieur, hors du monde, ou je sais plus monde hors du monde qui est relégué. Et ça montre un problème majeur entre lequel les historiens s'échinent
depuis des décennies, Annette Vivorka a très largement évoqué cela, c'est que tout passe par le système concentrationnaire dans les représentations des violences nazies en France. Comme si les Allemands n'avaient besoin que des camps de concentration pour asseoir leur terreur dans les territoires qu'ils occupent. Or, en France, on peut partir des premières exécutions sommaires, en particulier des communistes, et là aussi c'est des choses qui font partie d'un savoir commun. Les fusillés de Nantes, de Châteaubriand, du Mont-Valérien, c'est quelque chose qui est connu, et pourtant, on n'y pense pas. Ça commence pas en 1944, comme les exécutions sommaires autour de Lyon, ça commence dès les débuts de l'occupation. Et pourtant, ça reste très largement parallèle à la manière dont on se représente cette histoire. Quand je dis on se représente cette histoire, vous en avez un exemple patent avec ce document. Et je pourrais continuer un long moment, mais en fait, si je vais continuer, ça va faire plaisir. Donc on apprend que Himmler, qui est ministre de l'Intérieur, ce qui est en 1944, et chef des SS, ordonne l'évacuation des déportés des camps désormais menacés. Je vais y revenir, c'est faux. Voilà. Quant au travail forcé que subissent les déportés pour ceux qui ne sont pas immédiatement assassinés à leur arrivée au camp, alors là c'est problématique parce que les seuls qui sont assassinés à leur arrivée au camp, ce sont les juifs. Les autres catégories, quand elles sont déportées, il y a, y compris les tziganes, elles sont déportées pour être détenues. Ce qui enlève rien à la tragédie de leur sort, mais c'est pas tous les détenus qui sont déportés qui sont assassinés à l'arrivée. Cette sort qui est réservée aux seuls juifs dans le cadre d'une politique qui s'appelle la solution finale. Donc, et là aussi, c'est des choses qu'on a pu lire dans les années 50, 60, 70, 80, parce que les connaissances historiques demeuraient, et c'est normal, relativement compliquées, et parce qu'il a fallu que l'historiographie se construise. Mais aujourd'hui, lire ça, moi personnellement, ça m'écorche les yeux. Qui a écrit ça? Je n'ai pas le droit de balancer de nom parce que je suis filmé, mais vous pouvez trouver le responsable sans problème. Maintenant, l'extermination totale des autres ennemis du Troisième Reich polarise les derniers moments du nazisme. Alors, on est d'accord, je pense qu'ici, à peu près tout le monde est d'accord en ce qui concerne le nazisme. Je doute qu'il y ait des militants pro-nazis qui soient glissés, toujours être du côté de Saint-Jean, à mon avis. Mais l'extermination totale des autres ennemis du Reich, ça n'existe pas. Ils ont des cibles, elles sont connues, mais il n'y a pas, le régime nazi n'a pas vocation à assassiner l'Europe entière, même s'ils ont assassiné beaucoup de gens. Donc on est avec des grandes phrases qui ne posent aucun cadre compréhensible, en tout cas pour moi, et on nous explique la fin de la Shoah et des camps signifie le retour à la vie et au monde des survivants de l'univers concentrationnaire. Et alors je vous passe tout le truc, mais enfin vous pouvez vérifier mes propos plus tard, et voilà. Donc l'idée c'est les Alliés découvrent les camps, prennent en charge les rescapés, ce qui est une réalité, et tout le monde rentre chez soi. Et là, ça vous montre, une déficience de connaissances, et en même temps, un point de vue franco-français. L'immense majorité des rescapés des camps français sont effectivement rapatriés. Sauf que la lettre de cadrage nous parle de l'Europe en permanence, et c'est là où il y a un énorme problème. Il y a quelque chose qui est très mal connu, ou très peu connu en France, qui s'appelle les camps de DP, pour Displaced Persons, camps pour les personnes déplacées. Je vais vous montrer plus tard. Il y a eu 2000 camps pour personnes déplacées et plus d'1 200 000 personnes qui ont vécu dans ces camps. Les derniers camps ont été fermés dans les années 50. Donc, l'idée que les gens sont libérés, rapatriés et qui reprennent leur vie, c'est totalement faux pour une grande partie des victimes du système concentrationnaire. Et pour continuer mon entreprise de démolition, les témoins se souviennent, parlent et agissent, ils mobilisent les mots, la langue, l'art et l'image, etc., etc. Les témoignages exprimés rencontrent l'incrédulité des contemporains, oui, mais pas que. C'est pas que l'incrédulité. Il y a aussi un désintérêt des contemporains. J'ai juste cité une figure emblématique parmi les rescapés des camps, Simone Veil, qui a raconté à quel point, quand elle en parlait à son retour des camps, les gens ne voulaient pas, et ça peut s'expliquer pour plein de raisons, ne voulaient pas l'écouter. Ils ne voulaient pas écouter les rescapés, qu'il s'agit des rescapés du système concentrationnaire, qui étaient les juifs, mais aussi les autres. Les résistants qui rentrent, ce qu'on a appelé les déportés politiques, ils rencontrent pas non plus
un intérêt énorme, et pourtant, il y a d'autres éléments qui montrent que certaines personnes s'y sont intéressées. Et puis, dernier point, on nous explique, puisque après, vu que le sujet, donc je vous le résume, le sujet tel qu'il est posé, c'est survivre, ok, témoigner et juger. Je vois pas trop le rapport entre la survie dans les camps et la justice qui est administrée par des gens qui n'ont rien à voir avec la survie. On nous dit notamment, à Nuremberg, la grande majorité des faits jugés relèvent de la solution finale et du système concentrationnaire. Et là, en tant que spécialiste de la solution finale, enfin, de l'histoire de la solution finale, j'ai un problème. À Nuremberg, immense procès, très important, où il y a beaucoup de choses qui sont évoquées, dont des choses qui relèvent de la solution finale. Il y a 2 témoins juifs. 2. Avraham Susskever, qui est un rescapé du ghetto de Vilnius et qui s'est échappé du ghetto, qui a combattu comme partisan, et l'autre qui s'appelle Samuel Razman, ou Reimann, qui est un évadé de Treblinka. Tout le reste des témoins sont des rescapés du système concentrationnaire, et la solution finale n'est pas au cœur du procès. Et certainement pas à travers les témoins du procès. Par exemple, pour la partie française, c'est Marie-Claude Vaillant-Couturier, une rescapée d'Auschwitz, qui parle d'Auschwitz et qui parle pas du sort des Juifs, sinon en tant que témoin direct, témoin qui n'est pas concerné au sens premier du terme. Donc il y a énormément de choses qui posent problème, et du coup, pour honorer ma présence, j'ai été obligé de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut expliquer par rapport à ce qui a été posé, en essayant de montrer toutes les erreurs qui relèvent du champ mémoriel et pas du champ historiographique, et je vous en donne un exemple. Je vous ai parlé du passage où on parle de ce qui a été appelé les marches de la mort, et dans le cœur de ce document, on parle d'Auschwitz. Vous pouvez voir, alors, vous pouvez mal voir la source, mais je vais vous la donner, une carte des camps en 1944, qui vient d'un ouvrage majeur de Nikolaus Waxman, qui est un historien germano-britannique ou anglo-allemand, qui a écrit un livre majeur sur l'histoire du système concentrationnaire qui s'appelle KL, Konzentrationslager, qui a été traduit en français il y a une petite dizaine d'années chez Gallimard, si je ne dis pas de bêtises, qui est un ouvrage majeur qui met à jour les connaissances d'une façon remarquable et qui explique. Donc cette carte vient de cet ouvrage, et du coup, vous pouvez pas voir, pareil, il va falloir me faire confiance, ou vous tapez les 1000 pages du livre de Nick. Tous les camps, vous voyez normalement il y a des dates. Donc le Struthof, Natzweiler, puisque le nom officiel c'est Natzweiler, Sertogenbosch, qui est aux Pays-Bas, qui est un camp de concentration, sont évacués dès juillet 1944. Et à l'Est, il y a toute une série de camps qui sont très largement méconnus chez nous, sans vous faire injure. Je pense que peu de gens ont entendu parler du camp de concentration de Vaivara, qui se trouve en Estonie, ou du camp de concentration de Riga. Ces camps-là sont évacués dès le début de l'année 1944, face à l'avancée de l'armée rouge. Ils sont évacués, les prisonniers sont jetés sur les routes. Ça n'a donc rien à voir avec le débarquement de Normandie, comme on l'explique dans le sujet du CNRD. On est face à un territoire, et je vais y venir, qui est l'Europe, qui est un continent où les armées alliées vont progresser très rapidement et donc menacer l'extension maximale du Grand Reich. Et il faut vraiment avoir en tête une chose, les territoires qui sont à l'Est, là où se trouve Vaivara, là où se trouve le camp de Riga, là où se trouve le camp de Kovno, sont des territoires qui ont vocation, dans un avenir proche, à être intégrés dans la Grande Allemagne. Ils ne le seront jamais de fait, puisqu'ils ont perdu la guerre, tant mieux. Mais quand on regarde l'emplacement des camps, c'est un élément fondamental, il faut vraiment avoir un élément en tête. Les camps ont toujours été placés en Allemagne. Parce que leur fonction première, même si la mission va très, très largement dépasser cela, leur mission première, à partir de 1933, c'est de rééduquer, avec énormément de guillemets, les Allemands qui dévient du projet nazi. Qu'il s'agisse des opposants politiques, comme de tout un ensemble de catégories dites asociales. Quand je dis dites asociales, les témoins de Jéhovah, qui sont une catégorie à part entière dans les camps de concentration, sont des gens qui refusent le fonctionnement que leur impose le régime nazi. Ils sont donc asociaux.
Même chose avec les homosexuels, qui eux sont des asociaux au sens où ils refusent les injonctions du régime nazi qui consiste à se reproduire et à faire des enfants. Évidemment, la catégorie dite des asociaux, ou plein de gens qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, des prostituées, aussi bien hommes que femmes, ou des gens qui refusent les grandes lois sur le travail en Allemagne et qui sont considérés comme, je cite, des fainéants. Tout ça, ce sont des gens qui refusent le fonctionnement du régime nazi, mais qui sont allemands et qui doivent être rééduqués. Par contre, à partir de 1939, ces camps qui ont pour vocation première la population allemande, ils vont avoir une nouvelle mission. C'est de terroriser les populations occupées, à commencer par les premières qui vont être occupées, les Tchèques, puis les Polonais, qui vont être envoyés par milliers, puis par dizaines de milliers dans le système concentrationnaire. Et désormais, d'une politique visant l'interne, la population allemande, on passe à une politique visant l'externe, les populations soumises au joug allemand. Mais là où il y a quelque chose de fondamental, et je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est un point qu'il faut avoir en tête, pendant qu'ils envoient dès la fin de l'année 1939 des milliers d'intellectuels polonais vers les camps de concentration, ils vont exécuter des dizaines de milliers de Polonais, exactement comme le font les soviétiques de l'autre côté de la ligne de démarcation dans les territoires polonais occupés. Si je vous montre une chose, le camp de concentration chez les nazis n'est pas utilisé pour assassiner. On assassine partout, comme on veut, où on veut. Les Polonais sont tués dans les forêts de Pologne. Par contre, les camps sont utilisés pour terroriser. On détient ces intellectuels polonais, il y a des enseignants, des notables, des religieux qui soient prêtres, curés, etc., ou même rabbins, parce qu'ils structurent la population polonaise. Et il faut décapiter tout ce qui constitue la nation polonaise. Eux, ils sont détenus, en même temps qu'on en tue en quantité innombrable, mais ils sont détenus pour que le reste de la population se tienne littéralement à carreau. Et c'est ça l'idée dans la gestion du camp de concentration. Maintenant, il y a un autre élément qui est très important, c'est que nous, Français, mais ça vaut pour tout le reste du monde occidental et même de l'Europe orientale, on a une représentation des camps qui est centrale et majeure. Si vous regardez, et ça pareil, c'est tiré du livre de Nikolaus Waxman, à quel moment les camps ont tenu une place centrale dans la répression nazie, août 44. C'est-à-dire c'est un phénomène de la fin de la guerre. Je ne dis pas que les camps sont marginaux avant, mais ils n'occupent pas une place centrale. Août 44, vous avez un demi-million de prisonniers dans les camps. Janvier 45, vous avez plus de 700 000 prisonniers dans les camps. Les camps de concentration, comme nous les représentons en termes d'importance, c'est un phénomène de la fin de la guerre, littéralement. Et ces images sont des images de la fin de la guerre, sauf que ça constitue une représentation commune sur le système concentrationnel. Alors entendons-nous bien, je ne dis pas que les gens qui étaient détenus dans les camps avant ne connaissaient pas des conditions horribles, mais ces victimes qu'on voit là, au printemps 45, c'est après l'effondrement du régime nazi et après le fait que le régime nazi qui s'effondre fait qu'on ne se préoccupe plus du sort des prisonniers. Et quand vous regardez plus finement ce qui se passe dans les camps, évidemment qu'il y a une mortalité phénoménale dans les camps, mais qui varie tout au long de leur fonctionnement pour tout un ensemble de raisons. Parfois ça va être jugulé, parfois ça va exploser, et que ça ne peut pas s'expliquer juste par une volonté de faire mourir les prisonniers. Ça relève de logiques qui sont pires encore, où les gens qui sont détenus dans les camps peuvent mourir, c'est pas grave, ils seront remplacés par d'autres. Mais en même temps, penser que seuls les camps permettent l'assassinat, c'est oublier que, si, je vais pas vous bombarder de chiffres, les estimations, c'est que, entre octobre 34, moment où le système concentrationnaire, tel qu'on le connaît, qui se développe à partir du modèle dit de Dachau, qui est le premier camp géré par les SS, il y a des camps avant, à partir de 33, mais pas encore gérés par les SS, entre octobre 34 et avril 45, on estime qu'il y a environ 1 700 000 personnes qui sont passées par les camps. Et un tiers de ces personnes sont mortes. L'immense majorité des gens qui sont morts dans les derniers mois de l'année 1945, en particulier à cause de ce qui a été appelé les marches de la mort. Sur les quelques 60 000 personnes qui sont jetées sur les routes en janvier 45, au départ d'Auschwitz, il y en a un tiers qui meurt. Ça vous donne une idée de ce qui se déroule. Mais sur
ces quelques 500 à 600 000 victimes du système concentrationnaire, au moins un tiers, sinon les 2/5, sont morts en 1945. Ce qui vous montre à quel point nous avons une représentation qui est vraiment modelée par cela et par ces images. Alors, je suis pas fan de montrer ces images, sauf que quand vous les voyez, c'est pas moi qui vous les ai montrées pour la première fois. Tout le monde y a été, à un moment ou à un autre, confronté, y compris les élèves, je suppose, qui sont présents ici. Voilà. Parce que ça fait partie d'un savoir commun et qui pose un énorme problème de quand même faire un pas de côté là-dessus. Il est totalement anormal de montrer ce type de photos. Je ne parle pas forcément de celle-ci, mais celle où on voit les montagnes de corps. C'est totalement anormal de montrer la mort de gens. Le seul événement pour lequel on se l'autorise d'une façon massive au point que ça fait partie d'une connaissance commune, c'est la Seconde Guerre mondiale. Je vous donne juste un exemple au cas où vous pensiez que je vous raconte des âneries. Personne n'a jamais vu les photos qui ont été prises à l'intérieur du Bataclan. Au point que même les magistrats du procès ont refusé de les divulguer aux gens, aux parties civiles. Parce que ce sont des photos anormales. La seule fois où on s'autorise de les exhiber, c'est celle qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci ou celle des exécutions sommaires sur le front de l'Est. Parce qu'en 1945, les Alliés les ont découvert les images, ont découvert cette réalité, les ont fixés sur la pellicule où on diffusait les images qu'ils ont trouvées pour dénoncer la violence nazie. Ce qui se comprend totalement, avec notamment un titre des journaux américains qui est resté très connu, Why We Fought For, pourquoi nous avons combattu. C'était pour dénoncer la justesse du combat, pour dénoncer les nazis et prouver la justesse de ce combat. Sauf que nous, on a perdu de vue cela, et génération après génération, on reproduit des images qui sont anormales au point de perdre de vue qu'elles sont anormales. Maintenant, un autre point qui est très important, quand on parle de la découverte des camps, pareil, la lettre de cadrage, si je dis pas d'erreur, mais je peux peut-être me tromper sur ce coup-là, il parle de la libération des camps. Annette Vivorca l'a évoqué il y a plus de 2 décennies. Les camps n'ont pas été libérés. Ils ont été découverts. Ils n'ont pas été libérés pour une raison très simple. Ils n'ont jamais reconstitué un objectif militaire majeur ou prioritaire. Et les armées alliées, à l'Est comme à l'Ouest, sont tombées sur les camps à mesure qu'elles progressaient en territoire allemand ou en territoire occupé par les Allemands. Il y a une seule exception, et c'est pour ça que j'en parle ce soir, parce qu'elle est très importante, c'est le camp de concentration de Varsovie qui lui a été libéré. Il a été libéré début août 1944, quand l'armée nationale polonaise, l'armée à Krajowa, s'est soulevée. Vous connaissez toutes et tous, je suppose, le soulèvement de la ville de Varsovie, pas du ghetto un an avant. Et parmi les objectifs militaires de l'armée nationale polonaise, il y a la prise d'assaut de ce camp de concentration qui a été évacué fin juillet, mais il reste quelques centaines de prisonniers qui vont être libérés pour le coup. C'est un objectif. Ils sont libérés, vous pouvez les voir. Et parmi eux, il y a des prisonniers français, juifs français. Parce que les prisonniers que vous voyez ont d'abord transité par Auschwitz avant d'être transférés vers le camp de concentration de Varsovie. Et parmi eux, il y avait notamment des Lyonnais. Et qui vont survivre pour certains, ou d'autres vont être tués quand les Allemands vont finir de reprendre le contrôle de la ville, mais ils vont être libérés grâce aux Polonais et ensuite avoir des itinéraires qui là aussi sont totalement oubliés. Très rapidement, vous pouvez voir que le camp de concentration de Varsovie ressemblait à un vrai camp de concentration, et il était vue aérienne en 1944 du camp, et il était au cœur de l'ancien ghetto parce qu'il a été mis en place sur ordre d'Himmler pour que les prisonniers du camp, qui a atteint jusqu'à 5000 détenus, récupèrent l'ensemble de ce qui se trouvait dans les débris du ghetto. Donc, les briques, tout ce qui était métallique, le bois, etc., etc. Et vous pouvez voir à quel point ils ont dû tout déblayer et tout a été récupéré pour être envoyé en Allemagne au profit de l'économie allemande. Maintenant, ça c'est une carte qui vous montre l'ampleur du système concentrationnaire avec les camps principaux, les sous-camps. Et vous pouvez voir à quel point c'est vraiment imbriqué en territoire allemand. Il ne faut jamais le perdre de vue. Ça relève vraiment d'une logique qui est purement germano-germanique et qui correspond à ce territoire-là. Vous pouvez voir une carte du Grand Reich dans son extension maximale. C'est dans ces territoires que vous pouvez voir comme revendiqués par les Allemands, comme étant allemands,
que le système concentrationnaire s'est développé. Et c'est là justement où la logique militaire, et là aussi, ça, je pense d'un point de vue pédagogique, ça montre un certain nombre de limites dans l'établissement des programmes. D'un côté, sauf si ça a changé, que j'ai fait ça, mais les profs vous confirment ou pas. D'un côté, on a la Seconde Guerre mondiale, de l'autre côté, on a la Shoah et les violences nazies. Le seul problème, c'est que ça marche pas comme ça. Là, vous avez une carte militaire, Seconde Guerre mondiale. Là, vous avez la carte des camps. Ça, c'est l'avancée à l'ouest. Ça, c'est l'avancée à l'est. Et les évacuations des camps, la destruction des centres de mise à mort, c'est lié au combat et à l'avancée de l'armée. Distinguer les deux, ça vous montre à quel point ça ne fonctionne pas. Ça fait partie intégrante. Par ailleurs, l'assassinat des Juifs et des Tziganes relève d'une logique qui consiste à dire on va les tuer, comme ça on va gagner la guerre. Ça fait partie intégrante de la Seconde Guerre mondiale. Et pour vous montrer à quel point la Shoah c'est quelque chose dont on ne connaît pas les images, contrairement à ce qu'on se représente, voilà le centre de mise à mort qui se trouve à proximité de Vilnius, qui s'appelle Ponar, et voilà ce que trouvent les soviétiques. Donc il n'y a rien à voir, en fait, je vous explique ce que vous voyez vous-même. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser ce qu'il y a à voir. C'est une fosse, mais un trou qui en fait était une ancienne citerne remplie de terre, et il y a environ 7 à 8 000 corps de personnes qui ont été exécutés là-dedans. Le centre de mise à mort de Ponar, c'est environ 80 000 juifs de la région de Ponar qui ont été exécutés dans une quinzaine de ces citernes. Et le résultat, vous voyez, il n'y a rien à voir. Même chose avec Belzec, qui se trouve en Pologne. Voilà où se trouvait, c'est une photo aérienne de l'armée rouge, voilà où se trouvait le centre de mise à mort de Belzec. Quand les soviétiques arrivent, il n'y a plus rien à voir. Voilà à quoi ressemblait le lieu d'assassinat. Vous pouvez voir l'emprise par rapport au plan, ça correspond exactement. Même chose avec Sobibor. Alors, je vous les montre pas juste pour une succession d'images, mais parce que Sobibor permet de comprendre une chose. Vous pouvez voir toute l'emprise de Sobibor, toutes les zones blanches, c'est ce qui a été arasé une fois que l'assassinat a été terminé. Vous pouvez voir à quel point ça correspond exactement. Maintenant, Sobibor, il y a une dizaine d'années, il y a eu quelque chose de très important. Une famille descendante, je le fais de manière très ramassée, d'un ancien SS qui est en poste à Sobibor et qui a tragiquement été tué lors de la révolte de Sobibor, a donné un album au United States Holocaust Memorial Museum de Washington où se trouvaient les premières photos qui nous soient parvenues, qui montrent à quoi ressemblait le centre de mise à mort de Sobibor. Vous pouvez voir l'entrée pour les SS de Sobibor, ça s'appelle SS Sonderkommando. Et vous pouvez voir à quoi ça ressemble à rien. Ça ressemble à un village. Et c'est pour ça que les historiens, et à nouveau ça remonte à Raoul Hilberg, donc aux années 60, parlent de centre de mise à mort. Ils ne parlent pas de camp de la mort. Si vous regardez cette photo, 1, vous ne voyez pas de camp. 2, vous comprenez pourquoi les personnes qui ont débarqué là-bas, en fait, elles n'ont pas trop compris ce qui se passait, parce qu'il n'y avait aucun moyen de comprendre. On leur a dit, vous descendez, vous allez reprendre un autre train. Avant de prendre le train, vous allez bénéficier d'une douche, et ça vous montre à quel point on est face à un système qui est pensé. Donc, parler de camp de la mort ne permet même pas de comprendre la réalité face à laquelle les victimes se sont retrouvées plongées. Et dernier exemple, même si ces photos se ressemblent pour vous, c'est le centre de mise à mort de Treblinka. Donc voilà ce qui reste en 1944. Treblinka, c'est 900 000 morts. En termes d'assassinat des Juifs, c'est l'équivalent d'Auschwitz. C'est à peu près le même bilan. À nouveau, l'arasement est ce qui existait avant, et ça fonctionne à chaque fois de la même manière. Je m'éloigne du micro 2 secondes. La zone d'arrivée, la zone dite de vie où en fait vivent les SS et quelques poignées de prisonniers qui sont chargés de la gestion des biens des victimes et des corps, et la zone de mort où on balance les corps dans des fosses, et plus tard les fosses seront ouvertes et les corps incinérés. Et à nouveau, voilà ce qu'ont trouvé les soviétiques quand ils arrivent. Littéralement, alors, c'est difficile, c'est des débris. Ou alors, il y a quelques fragments d'os qui traînent, il n'y a rien à voir. Et c'est tout le problème. Ça, ce sont des vraies photos de la Shoah. Et à nouveau, sans
sans faire montre de pédanterie, je doute que beaucoup d'entre vous ayez vu ces photos ou celles de Ponab. Parce que une photo de rien, ça donne du rien. Et donc, elles n'ont jamais été exploitées pour expliquer ce qui s'était passé. Et vous pouvez voir à quel point c'est très difficile de comprendre ce qui s'est passé. Pourtant, et à nouveau, c'est là où j'ai un problème avec ce qui est proposé aux enseignants dans le cadre du CNRD, on nous dit, les rescapés rentrent en 45 et ils témoignent, ce qui est vrai. Le premier témoignage sur Treblinka, ça a été écrit par un homme qui s'appelle Jankiel Wiernik, il est publié en 1944. D'abord en polonais, ensuite traduit aux États-Unis en 44 en anglais. C'est en 45, c'est un des évadés de Treblinka. Et dans les deux cas, c'est la résistance juive en Pologne et le Bund, c'est-à-dire une organisation juive de gauche non marxiste, enfin bon, c'est très difficile d'expliquer le Bund rapidement, mais qui le traduit aux États-Unis et qui le diffuse. Les premiers témoignages, ils ne datent pas de la fin de la guerre. Je ne vous parle pas des rapports qui précèdent les témoignages qui sont transmis par les différents services de renseignement, comme par exemple par Jan Karski, qui est une figure très importante de la résistance polonaise. Je parle des rapports, je les laisse de côté, mais les témoignages à proprement parler par des gens qui ont survécu en s'évadant, ils datent même avant la fin de la guerre et avant la découverte de ces lieux-là. Et par ailleurs, la compréhension de ces lieux-là, ils sont peu, mais il y a des gens qui les ont compris tout de suite. Ça, c'est un ouvrage fondamental qui est totalement oublié de Vassili Grossman, qui s'appelle L'Enfer de Treblinka, qui a été traduit en France en 1945 à Grenoble. Pas à Lyon, ne pas tout avoir, à Grenoble. Mais L'Enfer de Treblinka, ça montre une chose. Grossman arrive à l'été 44 ici, et en voyant ça, il comprend tout de suite ce qui s'est passé à l'échelle de l'Europe. Mais il faut l'intelligence hors du commun de Vassili Grossman pour, à partir de ça, comprendre ce qui s'est passé pour les Juifs en Europe. Ça donne L'Enfer de Treblinka. Ce papier, c'est un papier qui au départ est destiné à la presse soviétique. Il y a un paradoxe, c'est qu'en 44, mais ça commence fin 43, Staline ordonne qu'on ne distingue pas le sort des Juifs du reste des citoyens soviétiques. Et donc, à partir de fin 43, dans tous les rapports qui sont établis par les commissions extraordinaires d'enquête soviétiques, c'est leur nom officiel, on barre la spécificité que ces violences concernaient les Juifs. À chaque fois qu'un témoin, qu'il soit ukrainien, qu'il soit russe, qu'il soit biélorusse, qu'il soit letton, dit « les nazis tuaient tous les Juifs, mais pas nous », c'est enlevé parce que ça ne correspond pas à la politique de Staline pour deux raisons. Un, c'est la Grande Guerre patriotique, tous les soviétiques étaient menacés. Deux, à partir de fin 43, Staline met en place une politique antisémite qui ne va pas être appelée antisémite. À partir de 48, il va lui donner un nouveau terme puisqu'on ne peut plus trop se revendiquer comme étant antisémite, ça fait des hommes en 45, donc il va dire c'est antisioniste. Et là, je vous renvoie toute une série de procès dont certains d'entre nous, les plus anciens comme moi, se rappellent. Si vous vous rappelez de Yves Montand, qui n'a pas été victime d'un de ces procès, mais qui a joué dans un film majeur qui s'appelle L'Aveu. C'est le procès Slansky à Prague. Slansky était accusé d'être un cosmopolite sans racines et un sioniste. C'est la politique antisémite de Staline, et qui commence à être mise en place dès 1944. Malgré cela, L'Enfer de Treblinka va être publié par la presse soviétique, il va même être diffusé lors du procès de Nuremberg par la partie soviétique. Ce qui vous dit l'importance de ce texte, qui malheureusement est très largement oublié, je suis même pas sûr qu'il soit encore édité en français. On le trouve en ligne sur un site antinégationniste intégral. Et ça vous montre que cette histoire et cette mémoire ne se met pas en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que ça commence avant, que les informations circulent avant, de la part des témoins ou des combattants, puisque Grossman est un combattant de l'armée rouge. Maintenant, il y a un autre exemple qui est très important, c'est le camp de Majdanek. Voilà à quoi ressemble le camp de Majdanek, qui au départ devait être un jumeau d'Auschwitz, mais qui n'a jamais abouti à être l'équivalent total d'Auschwitz, et qui va être le premier site découvert par les soviétiques de manière
tangible, vous pouvez voir ce que les soviétiques ont découvert. Et ils vont surtout découvrir ça, les crématoires et les monceaux d'objets, ici en l'occurrence des chaussures. C'est ça qui va incarner la mort de masse, aussi bien du système concentrationnaire, ce qui est logique, que de la solution finale. Or, c'est là où il y a plusieurs choses qu'il faut aborder, mais je vais vous montrer à quel point les crématoires sont devenus le symbole de l'assassinat. C'est que, aussi bien en ce qui concerne les soviétiques que nous, Français, pour nous, ça c'est totalement anormal. Pour une raison historique, sur laquelle je vais aller très vite, mais si vous voulez des précisions, n'hésitez pas, qui n'a rien à voir avec les nazis. Fin du 19e siècle se développe dans le monde entier l'hygiénisme. Pasteur, Koch, etc., etc. Et parmi les idées qui sont avancées par les hygiénistes, il y a le fait de procéder à la crémation des cadavres, ce qui est totalement anormal dans des civilisations judéo-chrétiennes. Ce qui est totalement normal dans d'autres civilisations. Si vous allez en Inde, c'est normal de procéder à la crémation des corps, ou si vous avez des ancêtres vikings, vos ancêtres ont été eux aussi incinérés. Cette prescription des hygiénistes va se heurter dans l'Europe catholique de la fin du XIXe siècle à une opposition de l'Église catholique pour des raisons théologiques sur lesquelles, avec Vatican II, l'Église catholique va revenir. Donc la crémation va rester quelque chose de très marginal, par exemple chez nous en France, et pratiquée uniquement par des ultra-laïcs. Mais en gros, la crémation, c'est pas normal chez nous. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est très largement répandu, et personne n'assimile un lieu d'incinération en France à ça. Alors que ça découle de cette logique-là. L'un des principaux, mais c'est pas le seul pays où la crémation des corps se développe, c'est l'Allemagne, parce que les protestants, très importants en Allemagne, n'ont pas de problème avec ce point-là d'un point de vue religieux. À partir de la fin du 19e, la crémation devient une norme culturelle en Allemagne. En 1933, quand les nazis arrivent au pouvoir et qu'ils ouvrent les camps de concentration, très rapidement, vu que ce sont des Allemands de culture allemande, ils dotent les camps de crématoires. Pas pour faire disparaître les traces, mais c'est juste un moyen normal de gérer des corps. Et d'ailleurs, de 1933 jusqu'à 1945, si un Allemand meurt dans les camps, on renvoie l'urne avec les cendres à la famille. Pour vous montrer à quel point, pour les Allemands, c'est pas choquant. Par contre, pour nous Français, quand on voit ça, enfin, pour nos ancêtres, quand on voit ça en 1945, ça devient l'incarnation de la mort de masse. Au point que les rescapés d'Auschwitz, qu'ils soient juifs ou pas juifs, comme Vaillant Couturier, font parler des crématoires, des fours crématoires, qui deviennent en fait l'incarnation de l'assassinat de masse. Mais à Auschwitz, on tue pas les gens dans les fours, on les tue dans les chambres à gaz. C'est-à-dire que le crématoire, qui est quelque chose de tangible, qui est matériel, massif, et qui ne correspond pas à notre culture, remplace ou occupe l'espace de la chambre à gaz, qui est un lieu vide. Une chambre à gaz, sans aucun mauvais esprit, c'est là où vous êtes. C'est un endroit qui est une pièce vide, où il n'y a rien. Et des chambres à gaz, vous pouvez en voir encore plein aujourd'hui, depuis le Natzweiler, le Struthof, jusqu'au Stutthof, qui est à côté de la ville de Gdansk, en passant par Auschwitz, il y a des chambres à gaz qui sont restées, il n'y a rien à voir, c'est une pièce vide. Par contre, une photo d'une pièce vide, en fait, ça fait du vide. Une photo de crématoire, ça renvoie tout de suite à la mort de masse. Alors que c'est pas lié à la mort de masse. C'est lié à une pratique culturelle. Vous allez à Treblinka, où il y a 900 000 personnes qui ont été assassinées, il n'y a pas de crématoire. Ils ont procédé à la crémation des corps pour des raisons qui procèdent de la prophylaxie avant tout, mais ça relève de cette logique-là. Mais ça vous montre comment la mémoire se constitue dès l'été 44. Life aux États-Unis, 1944, dans ce numéro, tout un reportage sur Majdanek, et vous pouvez voir à quel point les crématoires occupent une place fondamentale. Ça va très rapidement devenir la représentation majeure du système concentrationnel. La découverte des premiers camps, très rapidement, elle va être peu couverte par la presse pour une raison très simple. Quand le camp du Struthof est découvert par l'armée
américaine, si je dis, ouais, c'est les Américains qui arrivent là-bas en premier. En fait, ça fait pas du tout la une des journaux, à l'exception de l'Humanité. Et l'UMA va publier gros papier, vous pouvez voir, avec quelque chose de très intéressant. Cette photo n'a rien à voir avec le Struthof, ce sont des prisonniers de guerre soviétiques à l'est de l'Europe, en première année, qui ont été récupérés. Mais au moins, l'Humanité en parle. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des journaux pour une raison très simple. Quand les Américains arrivent au Struthof, en fait, c'est un bête camp où il n'y a rien du tout. Le lieu est sinistre, mais un lieu où il n'y a pas de témoins, où il n'y a pas de corps visible, qui soit mort ou vivant, ben en fait, vous ne pouvez pas le comprendre. Pas plus que si vous alliez visiter Versailles sans explication, vous ne pouvez pas comprendre où vous êtes. Quand vous arrivez dans un camp de concentration où il n'y a personne pour témoigner, porter l'histoire de ce qui s'y est déroulé, ou l'incarner dans sa chair, on ne peut pas comprendre. Il va falloir attendre très tard, en fait, le printemps 45, quand les Alliés vont découvrir les camps, pour qu'on finisse par prendre conscience de ce qui s'y est déroulé. Maintenant, en 45, les territoires occupés par les Allemands se réduisent comme peau de chagrin, encore avec les offensives à l'ouest et à l'est. Et ça donne ce territoire-là, vous voyez, c'est en gros l'Allemagne, évidemment, l'autre partie de l'Allemagne qui s'appelle l'Autriche, la Tchécoslovaquie, très largement, ou occupée, ou qui fait la Slovaquie, qui se retrouve occupée à partir de la fin 44, puisqu'il y a un soulèvement à Bratislava, une partie de la Hongrie, la Croatie et le nord de l'Italie. Voilà où se déroule l'emprise des nazis et la mise en œuvre de ces politiques. Et justement, c'est là où il y a quelque chose de très important, et à nouveau sans m'acharner sur le document que je vous ai montré au début, sur lequel il faut s'arrêter. Du 1er janvier 45 au 15 avril 45, vous avez 8000 juifs qui sont déportés du territoire allemand. Et voilà les villes de départ. Alors, je les ai ramassées au plus possible, mais je vais vous donner un autre exemple. On déporte des juifs de toute l'Allemagne. Avec des convois, alors c'est difficile de parler de convois, qui parfois emportent une personne, et des convois qui emportent des milliers de personnes, comme depuis Prague en janvier 45, ou Vienne en mars 45. Maintenant, la question c'est où est-ce qu'on peut les déporter? C'est une super carte que vous ne pouvez pas lire, mais même si elle est en grand, vous auriez du mal à la lire de toute façon. C'est une petite partie du réseau ferroviaire allemand. Donc ça, c'est l'Allemagne orientale jusqu'en 33, vous pouvez voir à quel point c'est développé. Et puis là, c'est la Pologne. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, ici se trouve, ouais, je suis désolé, c'est le camp de Theresienstadt. Et ici se trouve la ville d'Auschwitz. Et en fait, je vous montre ça pour vous montrer à quel point le truc monde hors du monde, c'est une absurdité. Les gens qui sont déportés, qu'il s'agisse des Juifs d'Allemagne, comme de tous les déportés d'Europe, les gens qui sont envoyés vers les camps de concentration, vous pouvez voir qu'ils partent de guerre normale. Juste pour mémoire, les gens qui sont transférés de Montluc à Compiègne, Romainville pour les femmes ou Drancy pour les Juifs, ils partent de Perrache. Ils ne parlent pas d'une gare qui est reléguée je ne sais où. Ils parlent de Perrache marchandises, mais qui fait partie des gares de Perrache. Et en Allemagne, les gens, ils parlent des gares normales. Et quand je vous parle de gares normales, je vous donne un exemple. Donc, vous pouvez voir, convoi 16/5, c'est selon les régions en Allemagne et le numéro du convoi. Donc, il parle le 2 février 45. Alors, il est identifié comme Weimar-Jena. Mais quand on regarde dans la réalité, à chaque fois que vous voyez une commune, c'est un juif qui se trouve encore dans cette commune, qui était emmené à la gare de la commune, envoyé vers Weimar ou Jena, et il fait partie d'un convoi de 101 personnes qui va partir à Theresienstadt. Puisqu'à partir de janvier 45, Auschwitz n'est plus une destination, on les envoie vers Theresienstadt dans leur immense majorité, avec quelque chose qui est très intéressant. Certains d'entre vous connaissez peut-être Victor Klemperer, qui était un universitaire allemand qui a tenu un journal, qui est par ailleurs juif mais converti au protestantisme, marié à une femme dite Ariel, ce qui fait que pendant très longtemps il a échappé à la déportation. Dans une entrée du 13 février 45, je peux vous laisser 30 secondes là, vous pouvez lire, il décrit un départ en déportation depuis Dresde où il se trouve.
Vous pouvez voir à quel point la déportation reste quelque chose qui fait partie de la vie des victimes jusqu'à très tard, 13 février 1945, et par ailleurs, Klemperer va échapper à la déportation grâce à un truc qu'il ne faut pas dire que c'est vachement bien, bombardement. Là, en l'occurrence, c'est le bombardement de Nuremberg, mais vous connaissez sans doute toutes et tous le bombardement de Dresde qui a ruiné la ville. Ça a permis à Klemperer d'échapper à la déportation. Et ces photos, elles ont un avantage, elles nous montrent le cadre dans lequel les Allemands continuent à déporter les Juifs. C'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre sur tous les fronts. Leurs villes sont bombardées. Le système ferroviaire est bombardé quotidiennement. Là, vous avez les gares de triage de Munich qui sont visées par les Américains 25 février 1945, et les déportations se poursuivent. Ce qui vous montre à quel point c'est un objectif majeur, d'abord pour le régime nazi, premier point. Deuxième point, si je vous montre ces photos, c'est pas juste pour vous montrer des images. Il y a cette idée qui a été très longtemps ancrée, qui l'est sans doute moins aujourd'hui, qui consiste à dire, si les Alliés avaient bombardé les voies ferrées, alors, en fait, que les Alliés ont bombardé les voies ferrées, ce qui n'a pas empêché les déportations. Et le sujet, par ailleurs, a été tranché d'un point de vue d'histoire militaire depuis 4 décennies. Les historiens qui travaillent sur l'histoire militaire, à la fin des années 70, ont montré une chose, il faut 24 heures pour réparer des voies ferrées. Donc vous pouvez les bombarder tant que vous voulez, ça c'est le premier point, ça sert pas à grand chose. Deuxième point, ça vous montre à quel point les camps de concentration ou les centres de mise à mort sont centraux dans nos représentations. Si vous pensez vraiment que l'objectif des Allemands, et je vais le dire trivialement, mais ça permet de comprendre les choses, leur objectif c'est de faire prendre le train aux Juifs. L'objectif des Allemands, c'est pas de faire prendre le train aux Juifs, c'est de les tuer. S'ils peuvent les déplacer sur des milliers de kilomètres à destination de Treblinka ou d'Auschwitz, c'est tant mieux. S'ils peuvent pas leur faire prendre le train, ils les sortent de Montluc et ils les tuent sur l'aérodrome d'Obro. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ou pour vous donner un autre exemple, je vais passer là-dessus, je vais y revenir. La Hongrie, 16 octobre 1944, vous avez le régime de l'amiral Horthy qui est renversé et remplacé par un régime plus ultra, les croix fléchées. De novembre à décembre 1944, il y a 50 000 juifs qui restaient essentiellement à Budapest, qui sont déportés vers le territoire du Reich, en l'occurrence l'Autriche actuelle. 50 000 juifs, dont certains partent à pied. Ça, c'est le premier point. Entre le 16 octobre et le 16 janvier 1945, alors que la ville est assiégée par l'armée rouge, que les SS et les croix fléchées doivent combattre contre l'armée rouge, il y a 15 à 25 000 juifs qui sont tués dans la ville même. On ne peut plus les envoyer être tués ailleurs, on les tue sur place. Et si vous avez visité Budapest, ou vous envisagez de visiter Budapest, à un endroit sur le bord du Danube, il y a des chaussures qui constituent un mémorial, parce que ça rappelle que les Juifs ont été exécutés sur le bord du Danube. Ce qui vous montre à quel point ces représentations sont très largement ancrées, et que c'est des débats qui ont été réglés par les historiens depuis des décennies. Maintenant, pour en revenir à un autre élément, la Hongrie reste un territoire très largement sous la coupe des nazis et leurs collaborateurs jusqu'à la fin janvier 1945. Même chose pour l'Allemagne, évidemment. Slovaquie, même chose, vous pouvez voir là. 1er septembre 1944 jusqu'à avril 1945, les déportations qui se succèdent. Vous pouvez voir les destinations, Auschwitz jusqu'à fin 1944, et ensuite différents camps, Ravensbrück, Sachsenhausen, Bergen-Belsen, etc. Maintenant, ce qui est important et intéressant, c'est les remarques. Et dans les remarques, vous pouvez voir cette ligne que j'ai que j'ai soulignée en rouge. Des Juifs qui partent de Sered, donc en Slovaquie, destination Auschwitz, ils ont tous été enregistrés. Ils arrivent en fait à un moment qui est très particulier, le 2 novembre 1944, c'est le premier convoi de Juifs depuis le printemps 1942, dont l'ensemble des déportés est enregistré, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun assassinat. Vous connaissez sans doute, je suppose, les images faites par les soviétiques, on voit des enfants à Auschwitz qui montrent leurs tatouages, qui sont des petits-enfants, et on se demande qui ils sont. En fait, il y a deux catégories, soit certains qui ont été victimes d'expérimentation médicale, mais la deuxième catégorie, c'est des gamins juifs slovaques qui sont arrivés par ces convois à partir de novembre 1944, moment où Himmler donne l'ordre d'arrêter les gazages
à Auschwitz. Pourquoi? Parce que ce brave Heinrich Himmler pense qu'il va pouvoir négocier avec les Juifs qui contrôlent le monde, je vous rappelle pour ceux auxquels ça a échappé, pour que les Juifs, autrement dit les Américains et les Britanniques, s'allient aux nazis contre les Soviétiques. Et pour pouvoir négocier avec les Juifs, vous arrivez à me suivre? Il faut arrêter de les tuer à Auschwitz pour montrer qu'on est conciliant avec eux. Donc ils donnent l'ordre d'arrêter le gazage. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on arrête de tuer les Juifs en Europe? Absolument pas. Je vous ai montré Budapest, je vous ai montré tous les convois d'Allemagne qui extraient tous les Juifs qu'on peut encore trouver et extraire. C'est juste un élément factuel qui relève d'une logique très particulière et qui vous montre à quel point, comme je vous l'ai dit, le sort des Juifs est lié à la guerre elle-même. Maintenant, si vous regardez les autres convois, vous pouvez voir qu'il y a aussi des tziganes qui continuent à être déportés, jusqu'au bout, eux aussi. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont très intéressants pour moi, pour vous, je sais pas. Mais ce convoi, par exemple, il emporte des soi-disant Mischlinge. Alors, Mischlinge, si je le traduis littéralement, si vous voulez vous amuser à rentrer sur Google, vous verrez ce qui apparaît, c'est des photos de chiens bâtards. Mischlinge, ça veut dire bâtard. Communément, c'est traduit par demi-juif. Je vous rappelle qu'un juif, si on coupe en deux, il reste pas vivant, donc les demi-juifs, ça n'existe pas. C'est des gens qui ont 2 ascendants juifs, qui sont quand même déportés. Et vous avez aussi quelque chose qui vous montre à quel point on continue à avoir une logique qui est très particulière. Auschwitz n'est plus une destination. Et donc, on envoie les hommes juifs à Sachsenhausen, les femmes juives à Ravensbrück, et les juifs qui sont incapables de travailler à Theresienstadt. Cet exemple-là, il montre une chose très importante. Si on distingue, et là, on est à la toute fin 44, si on distingue entre ceux qui peuvent travailler et ceux qui ne peuvent pas travailler, ça vous montre à quel point la logique concentrationnaire est d'utiliser les gens au travail. Ça ne veut pas dire qu'on va préserver leur vie, ça veut juste dire qu'on les envoie dans les camps pour être exploités au service du régime nazi. Maintenant, ça montre aussi une chose, c'est que la logique du système concentrationnaire, elle est restée en vigueur jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut vraiment rappeler ça, même si c'est quelque chose qu'on a du mal à entendre intellectuellement, c'est que le système concentrationnaire est une administration nazie. Autrement dit, comme n'importe quelle administration, il y a une inertie. Et que ce qui se déroule dans les dernières semaines de la guerre, ça relève en très grande partie de l'inertie administrative. Les camps continuent à fonctionner parce que ceux qui les gèrent sont des agents de l'État. Et cette dimension-là, elle est trop souvent évacuée. Si je prends un exemple local, Klaus Barbie, qui est un infect salaud, ouais, enfin, ça fait pas bien quand on est filmé, mais une infect porricule, c'est beaucoup mieux. Klaus Barbie, c'est ça, mais c'est aussi un véritable policier. Quand je dis un véritable policier, c'est quelqu'un qui travaille pour un service de police qui s'appelle la Gestapo, qui traque des résistants ou des juifs avec des méthodes policières. Et que cette dimension-là d'agent de l'État, au sens de qui applique une mission, on la relègue, on l'oublie. Barbie, c'est pas juste un nazi, c'est trop facile, c'est aussi quelqu'un qui a des méthodes policières qui sont très poussées et qui donnent des résultats. Caluire, c'est le résultat d'un travail de police. Maintenant, très rapidement, un dernier point qui peut éventuellement servir au CNRD, pardon. 1er mai 45, il y a certains camps qui ne sont pas encore découverts. Vous avez un groupe de 150 déportés survivants qui ont déjà été rapatriés en France, qui lors d'une manifestation 1er mai 45 sur les champs, ils remontent pour rejoindre le général Koenig. Vous pouvez les voir, ils défilent. Cette photo elle est d'autant plus impressionnante de mon point de vue. Là, vous ne pouvez pas connaître leur nom, mais c'est pas grave. Là, c'est celui qu'on voit pas, c'est André Schock. Lui, c'est Pierre de Jussieu-Concarel, qui est la fin du nom, Concarel. Et les 3 autres, Juliette Bollard et de Beaumarchais, qui sont au premier rang, 5 compagnons de la résistance. Enfin, c'est 5 compagnons de la libération, pardon, de la résistance intérieure. Donc, cette photo, elle n'est pas anecdotique. La mémoire de la déportation
dès le départ, elle s'inscrit pas juste sous la forme de reportage lors de la découverte des camps. Vous avez ici un groupe de rescapés qui défile le 1er mai 45, qui va rejoindre un autre compagnon de la Libération, le maréchal Koenig. Et en première ligne, vous avez ceux qui incarnent l'élite de la résistance française. Ce qui vous montre à quel point on est face à un phénomène dont la mémoire s'écrit tout de suite, ou se met en place tout de suite. Même chose avec cette photo qui est saisissante. Le révérend père Riquet, le 7 juillet 45, immense figure de la résistance, lui aussi, rescapé, authentique résistant, rescapé des camps, une messe qui rassemble 150 000 personnes, avec la bénédiction d'une croix, qui, une fois qu'elle sera bénie, sera envoyée à Buchenwald. Vous pouvez voir à quel point cette mémoire, elle se met en place tout de suite. Et c'est là où c'est difficile de dire uniquement, on ne veut pas les écouter. Certains ne veulent pas les écouter. Les 150 000 personnes qui sont présentes, il n'y a pas que des catholiques, il y a des protestants, il y a des juifs. On retrouve les témoignages de certains qui sont présents parce que cette messe est censée célébrer la paix et l'amitié. Enfin, la fraternité, tout ça. Veut que. Maintenant, dernier point que je vais aborder très rapidement. Très rapidement, on a les témoignages des rescapés qui sont publiés post-découverte des camps. Je vous donne quelques exemples. Tout ça, ça date de 45. Rescapé de la Shoah, une femme résistante, rescapée de Ravensbrück. Ce livre est intéressant parce que c'est des poèmes. Le sous-titre, c'est Poèmes en style oral. 45, les dessins de Léon Delarme, qui est relativement connu, mais ça vous montre qu'on témoigne pas juste par le récit, on témoigne par la poésie, on témoigne par le dessin. Des fois, ça claque. Vous pouvez voir ici, Révélation. C'est une collection, il y a plusieurs tomes, dont un qui concerne les camps de concentration. Mais il y a aussi quelque chose de très important. Guy Cohen qui revient d'Auschwitz, et c'est dans le livre aussi, hein, je ne jette pas la pierre à l'éditeur. Vous pouvez voir que pour parler de l'assassinat de masse, c'est les crématoires. L'idée que les crématoires sont l'incarnation de l'assassinat de masse, ça s'est pas mis en place tardivement, c'est dès 1945, c'est dans les témoignages des rescapés, comme de ceux qui découvrent les lieux où il y a des crématoires. Et dernier point, qui est ultra local, mais qui est important, vous ne pouvez pas le voir, mais on le trouve dans un fond fondamental et formidable, dont il y a une petite partie qui est conservée ici, qui s'appelle le Mémorial de l'oppression, et qu'on peut consulter facilement aux AD du Rhône, et pour la partie qui est conservée ici. Mémorial de l'oppression est censé couvrir toutes les violences qui ont été commises dans la région Rhône-Alpes, la région de Lyon, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi des choses qui concernent la déportation. Et vous avez des conférences qui sont organisées conjointement par le Mémorial de l'oppression, qui est dirigé par le professeur Mazel, et des organisations ici, c'est le Mouvement national contre le racisme. Et ceux qui témoignent sont des rescapés des camps qu'on rapatrie. Si vous avez un rescapé du convoi du 11 août 44, Jacques Alaral, qui a 17 ans, qui est un gamin juif qui a été déporté avec toute sa famille, c'est le seul rescapé. Vous avez d'autres témoignages d'autres rescapés de camps qui ne sont pas des juifs. Alors celui-là, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, qui est super intéressant. Le docteur Rousset, qui est un homme qui vient pour témoigner. Il est intéressant pour une raison qui me fait rire. Les organisateurs de cette réunion m'ont demandé d'apporter à nos camarades femmes le témoignage des souffrances. C'est un homme qui vient pour témoigner sur les souffrances des femmes. Alors, je suis mauvais esprit parce qu'en fait, il y a aussi eu des conférences où des rescapés et ES ont témoigné, mais ça montre aussi que, à l'époque, on est à l'époque, quoi. Maintenant, dernier point sur lequel je vais conclure. Buchenwald, 10 mai 45, si vous voyez, c'est plus le camp de concentration, c'est le camp pour personnes déplacées, c'est même écrit à l'entrée. Et quand je vous dis que c'est un phénomène majeur qu'on a totalement oublié en France, ce petit tableau, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai juste piqué sur Internet. Il y a 1800 camps. Donc là, ce que je vous présente, c'est juste quelques exemples. C'est un phénomène qui a été très important entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui se retrouvent dans ces camps sont des gens qui ne veulent pas être de l'autre côté de ce qui ne s'appelle pas encore le rideau de fer. Et donc, vous pouvez voir les catégories. Vous avez des Lettons, des Ukrainiens, des Polonais ou des Baltes et beaucoup de Juifs. Il y a énormément de Juifs
rescapés des camps ou pas, ceux qui ont pu survivre dans des conditions particulières, que ce soit en Hongrie ou en URSS et qui ont pu passer à l'ouest, qui restent dans ces camps. Vous pouvez voir les dates de fermeture, les derniers, c'est fin des années 50. Pas quelque chose de marginal, je suis pas allé chercher un truc isolé, c'est un phénomène majeur qui est totalement oublié chez nous, parce que c'est pas notre histoire. Nos rescapés sont rentrés immédiatement, dans l'immense majorité, parfois par des chemins détournés, il y en a qui passent par Odessa, qui rentrent en bateau via Marseille. Je vais prendre un exemple qui est celui d'un groupe important de femmes, notamment celles qui ont été libérées à Auschwitz en janvier 45, ou d'hommes. D'autres vont rentrer plus directement par train notamment. Et vous pouvez voir à quel point vous avez des dizaines de milliers. En fait, il y a 1 200 000 personnes. Il y en a des dizaines de milliers qui restent dans ces camps au début des années 50. Tout simplement parce que la libération des camps, c'est pas le retour à la maison. Ipso facto, pour beaucoup de gens, ça veut dire être confronté à une autre histoire. Je vais juste conclure sur une chose, pareil, qui pour nous Français échappe. Jusqu'à la fin des années 40, à l'Est, il va y avoir d'immenses mouvements de population qui vont consister en des expulsions de population, en fait de nationalité, qui est quelque chose qui est très difficilement compréhensible chez nous. Chez nous, vous êtes français de nationalité française, enfin, citoyen français de nationalité française. À l'Est, à l'époque, mais ça vaut encore aujourd'hui pour la Russie, vous êtes citoyen d'un pays, mais vous pouvez avoir une autre nationalité. Citoyen polonais de nationalité ukrainienne, de nationalité juive, de nationalité polonaise, etc., etc. C'est comme ça que sont constitués ces États. Nous, c'est la Révolution française qui a inventé l'égalité entre citoyens et national. Sauf que dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la stalinisation de ces territoires, il va y avoir d'immenses mouvements de population qui vont consister entre l'Ukraine, par exemple, et la Pologne, en des expulsions massives de Polonais de l'ouest de l'Ukraine vers l'est de la Pologne, et inversement. Voire même, les Polonais vont réinstaller les Polonais qui ont été chassés de la République d'Ukraine à l'ouest, dans les territoires qui jusque-là étaient allemands. Comme la ville de Breslau, par exemple, les Polonais ont récupéré, qui n'a jamais été polonaise, mais ils ont bien raison de la récupérer après ce qui s'est passé chez eux. Mais vu que tous les Allemands qui vivaient à Breslau sont passés de l'autre côté de la frontière en Allemagne, tous les Polonais de Galicie sont réinstallés là-bas. Et ces mouvements de population, ils vont avoir une conséquence fondamentale. On va avoir un lissage des populations. Autrefois, vous aviez des Polonais qui se trouvent en Biélorussie, en Russie, en Ukraine. Désormais, les Polonais se retrouvent que en Pologne, comme les Ukrainiens qui se trouvaient un peu partout ne se retrouvent plus qu'en Ukraine, etc., etc. Ce qui est quelque chose que nous, on ne connaît pas parce que ces mouvements, ces échanges de population qui concernent des millions de personnes, c'est à l'est de l'Europe que ça s'est déroulé. Même chose avec les Allemands, qui étaient présents dans toute l'Europe de l'Est jusqu'au fin fond de la Volga, en Russie, et qui vont être massivement expulsés vers l'Allemagne, conséquence de la Seconde Guerre mondiale, puisque les nazis ont revendiqué la présence des Allemands comme explication à l'annexion de tous ces territoires. Ils vont être tous renvoyés massivement. Aujourd'hui, il y a les Allemands en Roumanie, par exemple, ça n'existe plus alors que c'était une minorité très importante en Roumanie. Ils se trouvent tous en Allemagne. Et ce point-là, il est fondamental aussi pour comprendre quelque chose qui nous est très largement étranger, mais en Allemagne, il y a une vingtaine d'années, les associations de ces expulsés allemands qui ont commencé à revendiquer des droits particuliers, ce qui leur a été refusé par l'Allemagne, parce que l'Allemagne ne veut plus avoir de problème avec l'Est. Mais c'est une réalité qui demeure prégnante jusqu'à aujourd'hui. Et qu'on peut entendre, même chose avec la guerre en Ukraine, dans l'Est de la Pologne. Alors la Pologne a ouvert ses frontières pour accueillir les plus d'1 million de réfugiés ukrainiens au moment du déclenchement de la guerre, mais il y a une région où ça s'est très mal passé, parce qu'on garde un très mauvais souvenir des Ukrainiens, justement, c'est la partie qui est la plus orientale, et où justement se trouve une partie des expulsés post-Seconde Guerre mondiale. Ce qui vous montre à quel point il n'y a pas de 1945 victoire, et ensuite, tout le monde rentre chez soi et les choses se passent tranquillement. À l'Est, ça dure jusqu'au début des années 50, dans les DP jusqu'à la fin des années 50 pour les cas les plus extrêmes, et juste pour mémoire, pour finir sur une note locale, le ravitaillement en France, c'est fin des années 40 que ça s'arrête.
Donc, le 8 mai 45, c'est une date fondamentale, surtout parce que c'est un jour férié pour l'instant. Mais le 8 mai 45, c'est pas la fin de cette histoire-là. Cette histoire-là, elle va continuer à se dérouler et à s'écrire pendant de très longues années. Et c'est cette dimension-là qu'on a, là aussi, très largement oubliée parce que quand on est français, quand je dis à Lyon, à Grenoble, ou éventuellement, je sais pas s'il y a des Stéphanois, mais, on n'est pas concerné par ces éléments-là. Et donc tout ça, ça fait pas partie de nos représentations communes, même chose chez les Parisiens, qui nous ont conclu cette magnifique note de cadrage. C'est pas, et je vais juste, merci du mal, mais juste, débrouillez-vous. Je vous remercie.